Merci d'être avec nous. Donald Trump a parlé au téléphone avec Vladimir Poutine et peu à peu les éléments se précisent de leur conversation. Qu'en est-il du sort de l'Ukraine et de l'Europe? On verra les différences de ton très optimistes de la part de Donald Trump, beaucoup plus froid, disons, de la part de Vladimir Poutine, et la Russie, offensive à la fois par les mots et militairement. Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Vous revenez avec 2 livres, Opération Zelensky, petit 1. Ça, c'est des affaires en cours. Et Menaces sur Taïwan, c'est petit 2. C'est des affaires à venir. Voilà. Vos prochains plateaux. Voilà, acte 1, acte 2. On est pour l'instant dans l'acte 1 et ça n'est pas terminé. Écoutez ce que dit Vladimir Poutine de ce téléphone. Cette conversation a eu lieu, elle a duré plus de 2 heures. Je voudrais souligner qu'elle a été très informative et très franche. Et dans l'ensemble, à mon avis, très utile à cet égard. Tout d'abord, j'ai remercié le président des États-Unis pour le soutien qu'il apporte à la reprise des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de paix sur la reprise des négociations qui ont été interrompues par la partie ukrainienne, comme vous le savez, en 2022. Alain Bauer, vous avez conseillé tellement d'États, de chefs d'État, de chefs de gouvernement, vous êtes l'homme qu'il faut pour décrypter. Quand il dit franc, utile, instructif, en français, qu'est-ce que ça veut dire ? On s'est un peu engueulé, on a échangé et il y a quelques éléments qui permettent d'avancer parce que quand même, faut qu'on montre qu'on n'est pas les méchants dans cette affaire et qu'en fait, depuis le début, c'est les Ukrainiens qui n'ont pas voulu la paix. Comme s'ils avaient déclenché la guerre. Mais c'est le narratif russe depuis le début, donc il est assez cohérent. Alors, ce qui est intéressant, c'est un très long coup de fil. La durée est un sujet important parce que Donald Trump n'aime pas les trucs qui durent. 2 heures. 2 heures, c'est très long. Ça veut dire qu'il n'était pas tout seul, ça veut dire que chacun était avec sa petite équipe. On est dans une sorte de négociation plutôt missile de Cuba, comme le disait très justement un des interlocuteurs de votre plateau précédent, et que commence à se mettre en place un dispositif qui soit à Istanbul, soit au Vatican, puisque j'ai compris que désormais on revenait aux fondamentaux des négociations internationales. Il cite le Vatican dans sa déclaration. Oui, il faut pas hésiter, voilà. Et donc des éléments du narratif américain qui ont changé. J.D. Vance ne dit plus la même chose aujourd'hui, ou très récemment que le président Trump, depuis sa réunion étrange au Vatican justement lors des obsèques du pape François, montre à quel point la relation avec Zelensky a changé et que lui-même reprend le costume du patron occidental, puisqu'il dit, non seulement je parlais au président Poutine, mais j'ai aussi appelé à tout le monde, y compris le président finlandais, ce qui est assez inattendu, même si on oublie tous que c'est la plus longue ligne de front avec la Russie, avec l'Ukraine. Donc il y a un changement dans la nature et la stature. Et je vous le disais il y a quelques jours, il faut lire un élément que personne n'a pris en compte, c'est l'exceptionnelle interview de Donald Trump à The Atlantic, Jeffrey Goldberg, qui est pas son ami, qu'il déteste, qu'il insulte à longueur, et qu'il a invité à une interview. Jeffrey Goldberg ne s'en remet pas. C'est l'homme qui a dénoncé l'affaire Signal. Qui a été amené par erreur dans ce groupe Signal. Enfin par erreur. Oui. Déjà, tout le monde se demande ce qu'il faisait là comme invité, et en plus, il raconte tout ce qui s'y est passé. Et Trump, vraiment, le déteste. Et l'invite à la Maison-Blanche, et là, il y a une réunion absolument surréaliste. Trump est charmant, bienveillant, drôle, ouvert, en pleine jouissance, à tous les sens du terme de son... Il montre les nouveaux aménagements, il propose de discuter du futur lustre du bureau ovale, etc. Et cette discussion est absolument invraisemblable, mais elle montre un autre Trump qui est passé de la vengeance et de la revanche, alors il n'a pas oublié, il a encore ses têtes, à un autre... Il est entré dans le costume du président élu légitime au-delà des États-Unis. Car en fait, il vient de tirer le bilan de tout ce qui n'a pas marché, des initiatives un peu brutales qui ont été le dollar, ah oui, mais je suis en train de me faire avoir, les terres rares avec la Chine, ah oui, mais ils sont quand même très forts. Il est en train de s'amender ? Non, il est en train de comprendre que ça ne marche pas comme dans The Art of the Deal et que ça n'est pas une émission de télé-réalité. Et alors c'est un côté intéressant parce que ça n'avait pas eu lieu pendant son premier mandat.
Son premier mandat était tellement surprenant et les équipes étaient tellement incapables de gérer qu'en fait, il passait son temps à gérer les difficultés de ses équipes. Sa nouvelle directrice de cabinet, Madame Wells, Suzanne Wells, elle gère le truc. Il dit lui-même, d'ailleurs, c'est le seul homme dans la pièce, ce qui en langage Trump veut dire quelque chose par rapport à une femme. Regardez la liste, vous la commenciez, de tous ceux qu'il a appelés après. Alors 2 heures avec le président Trump, 15 minutes avec le président Zelensky, et il a fait la tournée. Il faut bien lire la liste. Président Macron. Et l'ordre des noms est extrêmement important. Président Zelensky, Ursula von der Leyen, je crois que suivent Emmanuel Macron, voilà. Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz. Et le président finlandais. Président finlandais dont vous parliez, on y reviendra. Donc on voit que d'abord, il les traite tous. On a l'impression que la machine d'État américaine est de retour. Tout ça est très sérieux. Elle vient de se rebrancher, vraiment. L'équipe plutôt professionnelle. Et en fait, ce qu'il faut voir chez Trump, c'est d'ailleurs ce que je raconte dans le livre, c'est les coulisses, c'est qu'il y a les gens qui montrent et qui en fait ne servent à rien. Absolument rien. Ils servent à animer des débats inutiles pour montrer l'incapacité des démocrates à revenir sur le devant de la scène, eux-mêmes ne sachant plus où ils habitent. Et derrière cela, il y a des gens extrêmement professionnels, très républicains, très trumpistes, alors ça, il n'y a aucun doute, ils sont marqués, mais qui sont des professionnels de la profession. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont, ils savent de ce dont ils parlent, et en fait, ils sont totalement masqués par les hurluberlus et agitateurs que Donald Trump a mis pour animer la galerie. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet Mandrake. Regardez ma main gauche, ne regardez pas ma main droite, c'était une sorte de magicien de bande dessinée des années 50, mais c'est exactement ça. Il y a désormais des équipes professionnelles, structurées et, à la surprise générale, compétentes, qui œuvrent pour assurer la réussite du retour d'une domination américaine marquée par un seul et unique sujet, le déficit. Car derrière tout cela, la seule question qui reste, c'est comment je gère une sorte de fin de domination du dollar fort tout en assurant mes fins de mois. Or, les États-Unis, pendant que nous regardons tout cela, ont perdu leur triple A. Ils sont entrés dans la zone des pays qui ne sont plus totalement crédibles en matière de gestion de leur déficit budgétaire et de leur dette. Le président Trump n'arrive toujours pas à faire passer son budget à cause de la résistance de quelques trublions républicains. Expliquez bien ce moment, parce qu'on dit toujours ils ont la planche à billets, ils ont la mais c'est fini. Ils peuvent l'imprimer tant qu'ils veulent. Qu'est-ce qui a changé exactement ? Il y a trop de dettes. Et à un moment, on a toujours cru que personne ne payerait la dette, sauf que tout le monde a créé de la dette totalement virtuelle et structurelle. Et les débiteurs des États-Unis, qui étaient la Chine, le Japon, beaucoup moins l'Union européenne, qui ont essayé de faire avec l'euro ce que la Fed faisait avec le dollar, sont aujourd'hui face à une montagne de dettes et, pour la première fois de leur histoire, à un décrochage industriel et technologique absolument majeur. Et on se rend compte, d'ailleurs, quand on voit, par exemple, le salon de Zhuhai qui a lieu, le salon aéronautique de Zhuhai. Alors, le Bourget à côté, c'est des gentils amateurs. Zhuhai, c'est des grands professionnels. Vous avez la révolution technologique militaro-civile qui montre que, comme le disait très bien, par exemple, Elon Musk, le F-35 américain, c'est une grosse daube. Et qu'ils ont perdu, non pas une, mais 2 générations de sauts technologiques militaires. En tout cas, et ils le montrent. Ils ne le cachent pas. Ils assument leur domination. Revenons au corps même de l'appel. Cet appel qui peut-être est en train de faire changer un peu le sort de l'Ukraine et de l'Europe. Il faut écouter ce qu'en dit Vladimir Poutine sur quand même le petit chemin qu'il pourrait faire. En tout cas, le mot compromis est lâché. Elle a été très constructive et je la juge très utile. La question, bien sûr, est que les parties russes et ukrainiennes fassent preuve d'un désir maximal de paix et trouvent des compromis qui conviendraient à toutes les parties. En même temps, je voudrais souligner que la position de la Russie est claire dans l'ensemble. L'essentiel pour nous est d'éliminer les causes profondes de cette crise. Alain Bauer, quand même, compromis. Le président russe parle de compromis. C'est quelque chose. Oui, mais enfin, il aime beaucoup le conditionnel. Compromis qui pourrait, pas qui pourra. Négociation qui, si tout le monde était d'accord sur le début de la négociation, elle pourrait éventuellement commencer, qui un jour peut-être se terminerait par un accord de paix sur la base des positions russes, parce que tout ça est la faute des Ukrainiens. Il y a quand même une petite évolution. Avant-hier, il disait « j'ai tous les moyens pour aller au but que je m'étais fixé en 2022 ». 2022, c'était prendre toute l'Ukraine. Compromis, c'est pas toute l'Ukraine. Alors, il n'a pas dit ça. Il a dit les objectifs sont simples. Les républiques autonomes
les 2 républiques autonomes, plus la zone qui mène à la Crimée, et la privatisation de la mer d'Azov. Zaporijjia, la grande centrale nucléaire, étant devenue une sorte de bonus qu'il est, lui, vraiment prêt à renégocier dans le cadre d'un accord de répartition de la production. La plus grande centrale nucléaire d'Europe et une des plus grandes du monde. Démilitarisation de l'Ukraine, non-adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique, mais elle peut rejoindre l'Union européenne si les Européens veulent payer pour reconstruire l'Ukraine. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais dit autre chose. Il a dit qu'il fallait débarrasser l'Ukraine des nazis qui, soi-disant, avaient pris le pouvoir démocratiquement lors d'élections qui n'avaient pas plu au président Poutine, dont je rappelle qu'il avait reçu le président Zelensky après son élection et qu'il considérait comme quelqu'un de bien jusqu'au moment où, à la surprise générale, et là celle du président Poutine, Zelensky lui avait dit non sur les problématiques d'autonomisation des 2 régions du Donbass. Donc, en fait, le président Poutine, c'est je suis prêt à négocier sur mes propres positions et donc vous êtes gentil de vous mettre là-dessus. Il y a une inquiétude quand même à l'instant. Le président Zelensky il demande au président Trump de ne prendre aucune décision sans eux. Donc, visiblement, il a peur que malgré l'information, Trump dit j'ai informé Zelensky, il dit pas je l'ai consulté. Avant et après. Voilà. Mais enfin, ce qui est nouveau. Ça, c'est depuis le petit tête-à-tête discret devant les caméras du monde entier au Vatican. L'Ukraine est visiblement inquiète quand même. L'Ukraine est inquiète parce qu'elle sait très bien que l'intérêt des États-Unis, ce n'est pas l'Ukraine, c'est les États-Unis. Et d'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté. Nous avons tous oublié les conditions de la réunification de l'Allemagne, c'était le respect vis-à-vis de Mikhaïl Gorbatchev de 3 obligations absolues, Kaliningrad, la Géorgie et l'Ukraine, pas touche. Le reste, faut voir. Et donc, à un moment donné, notamment après l'affaire serbe en 1999, au moment où l'OTAN décide d'intervenir en Serbie, qui est une zone qui n'est concernée par aucun accord d'aucune sorte, qui est un pays non aligné du temps du maréchal Tito, qui était hors champ. Depuis cette époque-là, les Russes ont considéré que nous étions agressifs à leur égard et ils n'ont pas cessé de le raconter régulièrement jusqu'à la fameuse réunion de Munich où Vladimir Poutine a dit maintenant c'est fini et ce sera donc la guerre. Mais dès 2000, les Russes disent nous allons vers une confrontation majeure avec l'Occident et ça fait 25 ans, ou en tout cas 22 ans quand la guerre a commencé, que les Russes se préparaient à une confrontation majeure avec l'Occident. Ils s'y étaient préparés, ils s'étaient expérimentés et donc ça n'a pas changé. Croyez-vous qu'ils aient réellement peur? Ils disent toujours, ils prétendent avoir en tête ce qui s'est passé contre Kadhafi et ce qui s'est passé en Serbie et aussi contre Saddam Hussein. Croient-ils vraiment que l'Occident veut les faire tomber? Saddam Hussein et Kadhafi, non. Serbie, oui. D'ailleurs, ils l'ont écrit, détaillé, explicité. C'est un sujet récurrent qui revient très régulièrement. 2014, le Maïdan, pour dire il y a eu un coup d'État en Ukraine, vous avez viré le président pro-russe, et donc tout ce qui suit est illégitime, même si Vladimir Poutine oublie qu'il a rencontré le président Zelensky, venu d'une région pro-russe, russophone, lui-même l'élu avec plus de 70% des voix et extrêmement populaire à l'époque et qui était considéré comme l'homme de la réconciliation. Le problème de Zelensky, c'est qu'il est devenu plus ukrainien que russe et qu'il est le représentant de cette forme d'Ukraine que ne supporte pas le président Zelensky. Et quand l'Ukraine vote par référendum 2 résolutions de changement de sa constitution, un sur le rattachement à l'OTAN, enfin sur l'adhésion à l'OTAN, l'autre sur l'adhésion à l'Union européenne, c'est pour le président Poutine une sorte de déclaration de guerre. Donc évidemment, on peut se raconter tout ce qu'on veut, l'agresseur est russe, il n'y a pas photo, mais la construction de ce processus, et c'est pour ça que Poutine y revient toujours, Poutine il a le temps long, il se rappelle de sujets qui commencent alors qu'il est simplement secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, et il dit... En 1999, vous avez tout cassé. Depuis, nous nous préparons à la guerre. Alors, est-ce qu'ils sont en train de s'entendre par-dessus nos têtes? Il faut lire ce que dit plus avant le président Trump. On sent à quel point le dialogue direct avec la Russie l'intéresse surtout. Ce qu'ils appellent l'un et l'autre la normalisation, le commerce. Il a l'air de dire, avec la Russie, le potentiel est si important. Il faut lire sa déclaration. Le ton et l'esprit de la conversation étaient excellents. La Russie veut faire du commerce à grande échelle avec les États-Unis. Quand ce bain de sang catastrophique sera terminé, je suis d'accord, la Russie a la possibilité de créer des emplois et des richesses en masse. Son potentiel est illimité. Ben oui. Il a la même position que la Chine vis-à-vis de la Russie, l'étouffeur ottoman. Qu'est-ce que je gagne? Quels sont mes intérêts? Qu'est-ce que je peux avancer? Il dit, l'inexistence de l'Europe en tant que puissance fait qu'elle n'est pas un interlocuteur.
Elle peut se défendre, elle peut aider, elle l'a fait beaucoup, elle peut se réarmer, elle est en train doucement, avec beaucoup de retard, mais sur le fond, elle n'est pas un interlocuteur géostratégique. Il dit toujours grand pays, hein. Il répète en boucle, la Russie est un grand pays. Parce que c'est la vision qu'il a. Les États-Unis, c'est un grand pays, la Russie, c'est un grand pays, l'Europe, c'est pas un pays. Hein. Et on voit pourtant qu'il la traite dans la cœur de déclaration. Oui. Effectivement, il commence par citer, ça c'est le miracle, c'est l'assomption d'Ursula von der Leyen. Oui, comment est-ce que le premier nom, enfin le deuxième nom qu'il arrive à citer est Ursula von der Leyen? Alors, c'est un mystère. Je ne peux pas vous répondre. Je suis content d'avoir collé c'est une curiosité. Elle n'est pas inintéressante, mais je crois qu'Ursula von der Leyen, depuis des mois, traite relativement bien, comme Giorgia Meloni, par exemple, le président Trump est dans de... Enfin, elle lui a serré la main pendant 4 secondes et demie au Vatican. En loose day, comme on dit. Non, le cabinet de Mme von der Leyen fait d'énormes efforts pour établir des liens de communication avec l'équipe Trump. Ce qui est curieux et qui va beaucoup agacer le Premier ministre britannique, c'est que lui, il a été zappé. Alors là, la curiosité, c'est à la fois les présents et l'absent. Parce que le reste, voilà. Il ne cite pas les Polonais, qui sont pourtant en train de devenir la première puissance conventionnelle militaire de l'Europe. Donc il fait ses choix, mais c'est aussi une partie du jeu. Et puis il n'avait pas envie de téléphoner à tout le monde pour raconter la même chose. Allons à la dureté de la Russie, et en particulier le fait qu'ils ne veulent pas de cessez-le-feu. C'est quand même la demande principale du président de la République, Emmanuel Macron, la demande principale de Zelensky, de Trump quand même. Trump leur dit « allons au cessez-le-feu ». Et en quelque sorte, les Russes répondent non. Ils disent d'abord l'accord, puis le cessez-le-feu. Écoutez de quelle façon il marque l'enchaînement. Nous avons convenu avec le président des États-Unis que la Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum relatif à un éventuel futur traité de paix définissant un certain nombre de positions, telles que, par exemple, les principes de règlement, le calendrier d'un éventuel accord de paix et ainsi de suite, y compris un éventuel cessez-le-feu pour une certaine période de temps, si des accords appropriés sont conclus. И возможное прекращение огня на определенное время. Alain Boer, comment expliquer que la Russie ne cède pas un peu plus? Parce que la Russie ne veut pas céder du tout. La Russie, elle veut tout. Au minimum, ce qu'elle s'était fixé elle-même comme règle lors de la grande conférence au Kremlin, où ils avaient intégré les républiques autonomes du Donbass et où chacun était venu réciter, y compris parfois en se faisant reprendre 2 ou 3 fois, comme le patron du SVR, la doctrine officielle qu'ils n'avaient pas eu le temps de bien lire. Et puis voilà. Oui, mais attendez, Entre-temps, il y a eu, dit-on, 1000 morts ou blessés par jour. Oui, Ils ont le rouble qui a des difficultés, l'économie qui a des difficultés. Oui. Donc on se dit la viande devrait être attendrie. Elle n'a pas l'air très attendrie. Pas du tout. Un des principaux conseillers du président Poutine, il me semble vous avoir raconté cette histoire au tout début, disait « Cher Alain, vous ne comprenez rien à l'âme russe. Les Russes savent souffrir comme personne. » Et l'histoire de la Russie, l'histoire militaire de la Russie, c'est la Grande Guerre du Nord contre les Suédois, où pendant des années, les Russes perdent. Dans une immense boucherie, sauf qu'ils arrivent à avoir plus de monde à envoyer à la boucherie que les Suédois. Et à la bataille de Poltava, en Ukraine, désormais en Ukraine, les Russes gagnent à l'usure. Sauf que pour la première fois, ils n'ont pas en face des Suédois, ils ont des Ukrainiens qui sont exactement la même chose que les Russes, durs à cuire, durs au combat, prêts à la défense. La guerre, elle a totalement changé de nature. Il n'y a quasiment plus de combats de fantassins. Aujourd'hui, vous avez des combats de drones de toute nature qui provoquent effectivement beaucoup de morts et beaucoup de blessés, mais il n'y a plus de confrontation véritablement directe. Et on le voit bien d'ailleurs dans tous les compartiments de la guerre, tout est en train de changer. Et donc les Russes se disent que le temps est leur allié, parce qu'à un moment, ils se disent Trump va en avoir marre. Alors la surprise, c'est que pas encore. Ils vont se dire on va réussir à... Comme on disait tout à l'heure, il y a une reprise. Il s'efforce. Voilà. Il y a, les Ukrainiens vont être épuisés. Non, c'est les mêmes. Alors, de ce point de vue-là, le président Poutine a raison. Quand il dit nous sommes le même peuple, du point de vue de la résistance et de la résilience, il n'y a pas photo. C'est la première fois que je vous entends souligner ça. Permanence historique. C'était l'armée rouge. Les Ukrainiens et les Russes, c'était la même armée. C'était la même armée et les deux étaient des combattants redoutables. C'était un tiers des moyens militaires de l'ancienne URSS. C'était la 3e puissance nucléaire du monde avec 3000 têtes.
qu'ils ont rendu contre une pseudo-garantie de ne pas être envahis par les Russes, que les Russes ont piétiné, mais que les Américains et les Anglais n'ont pas respecté. C'est donc, de ce point de vue-là, de les traîtres et les lâches, il y a les méchants, les agresseurs, puis il y a les lâches. C'est ça. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas photo non plus. Et l'héritage de l'armée rouge, rappelons-le, pour le meilleur et pour le pire, ça a été une armée héroïque, mais ça a été une armée aussi remplie de crimes de guerre, notamment fusiller les malheureux qui reculaient. Et ça, c'est les Russes, les Ukrainiens et tous les autres. Alors, je ne sais pas pour les Ukrainiens, en tout cas durant cette période. Non, je parlais pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, les Ukrainiens, il y en avait un peu partout. Donc, mais la réalité aujourd'hui, comme les Alsaciens, les malgré nous, voilà. Mais la réalité telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est l'extraordinaire identification des deux camps dans leur capacité à la résistance et à la résilience pour une durée qui est quand même déjà extrêmement longue, 3 ans, alors que Vladimir Poutine estimait que tout ça allait durer 3 jours. Je rappelle que le plan d'invasion de l'Ukraine, c'était 3 jours. L'habileté du président Zelensky, il faut voir l'image au Vatican hier, ou plutôt, je ne sais pas si c'est à Rome, c'est peut-être à l'ambassade américaine, je pense que c'est à l'ambassade américaine. À Rome, lors du discours du pape. Voilà, en marge de la messe d'inauguration, et c'est très intéressant parce qu'on voit des sourires, c'est-à-dire que Zelensky a réussi à établir, alors est-ce que ça aura des résultats, on verra, mais il a réussi à... Un lien ouais. Avec le vice-président Vance et avec les autres. C'est pas du tout l'ambiance du bureau ovale. Aussi, hein. Le dialogue entre le président Trump et le président Zelensky sur leurs 2 chaises, un peu au milieu de nulle part, est l'élément qui est marquant. Et c'est pour ça que je rappelle ça dans l'interview de The Atlantic. C'est l'autre Donald Trump, le Donald Trump du théâtre et le Donald Trump du business. Et le Donald Trump du business, il se dit, bon, en fait, l'autre, il a mieux résisté que je pensais, donc... il est devenu un interlocuteur acceptable. Regardez cette image-là, on voit très bien, hein, ça se passe mieux. Et c'est pas ça qui fera basculer peut-être le sort de la guerre, mais il a réussi à nouer un lien, même avec Vance, qui était le plus anti-Zelensky. Oui, parce que Vance était le plus anti-Zelensky pour être le plus dans les petits papiers de Trump. Il s'est rendu compte qu'il y avait une évolution chez Trump, il s'adapte. Voilà, et puis Vance, il a un long parcours historique qui l'a amené à dire beaucoup de mal de Donald Trump avant de dire qu'il a des... Ce qui montre d'ailleurs la capacité de Trump de choisir des gens qui ne sont pas toujours ce qu'on pense, y compris ce qu'on ne voit pas, ce que je raconte d'ailleurs souvent dans les livres, ce qu'on ne se raconte pas en public en disant non mais les vrais interlocuteurs c'est pas ceux que tu vois, c'est ceux qui sont cachés derrière. En fait, il y a beaucoup de négociations permanentes, beaucoup de dialogues, des curiosités. Il y a même chez Donald Trump, comme on le voit dans The Atlantic, ou chez Vladimir Poutine, des moments assez étranges, quasiment bienveillants, et qui, voilà, comme disait, même Joseph Staline devait aimer ses petits-enfants, peut-être, hein, c'est sous réserve de vérification, mais on sent bien il y a un jour, je crois que l'histoire rapporte qu'il y a un jour où il s'est occupé de son petit-fils, et puis ça a duré la journée, et après il n'a pas envoyé passé autre chose. Non. Bon. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des moments secrets ou discrets, ou derrière les coulisses, où on se rend compte soudain que les modes de négociation et de dialogue, c'est aussi à la tête du client. Il y a ceux qu'on aime bien, ceux qu'on aime moins bien. C'est comme le président Erdogan qui tient les détroits. Il est celui qui a empêché le renforcement de la flotte, qui a vendu des drones extrêmement efficaces aux Ukrainiens contre les Russes, et qui en même temps est celui qui établit le lien entre tout le monde. Parenthèse, quand même, le Vatican, vous qui avez été le patron des francs-maçons en France, il y a peut-être un petit bout de miracle, qu'on croit ou non en Dieu. Il s'est passé là au Vatican ces 2 moments où d'abord avec Trump, puis avec Vance, quelque chose s'est noué. Et Zelensky. D'abord, le nonce apostolique est toujours le doyen du corps diplomatique. Il a toujours eu, d'abord, la puissance diplomatique du Vatican est considérable. Il y a au Vatican des services très efficaces, ceux dont on parle et ceux dont on ne parle pas. Il y avait pendant longtemps un truc quand on n'arrivait même pas à trouver le nom. Alors on l'appelait la sapinière parce que c'était dans un petit immeuble caché derrière des sapins, dans la cité du Vatican. Avec des réseaux en France, importants. Partout. Dans le monde entier, je crois qu'il y a 300 nonces et représentants légats, ils sont partout dans tous les sens. Et surtout, doyen du corps diplomatique, c'est Monsieur Bons Offices. Et donc, mais y compris dans des pays très musulmans.
Voilà, il y a un vrai travail d'information, et puis vous avez la communauté de San Egidio, qui est une sorte de diplomatie parallèle très puissante, qu'il faut pas sous-estimer. Est-ce qu'il y a un malentendu quand on entend Poutine tout à l'heure, qui dit, en quelque sorte, nous, pour l'instant, pas de cessez-le-feu. Medvedev, déjà, avant le coup de fil, il faut lire ce qu'il dit sur alors il est un peu l'aboyeur en chef au Kremlin, mais enfin quand même, tous les ennemis de la Russie qui lancent des ultimatums de négociation devraient se rappeler une chose, les négociations de paix ne conduisent à rien, une rencontre entre les deux chefs d'État n'est pas encore en préparation, et c'est le cas. Pas toujours à la fin des hostilités, des négociations infructueuses peuvent conduire au début d'une phase plus terrible de la guerre avec de nouvelles armes et de nouveaux participants. Ah oui, tout ça est vrai. C'est un peu brutal. C'est pas très agréable. Tout le monde a envie que ce soit une jolie histoire, qu'il y ait une belle fin. Mais je vous rappelle que le modèle de la guerre d'Ukraine, c'est la guerre de Corée, qui n'a jamais eu de traité de paix. Il n'y a eu qu'un cessez-le-feu avec des micro-épisodes plus ou moins heureux et malheureux. 3 millions de morts quand même, la guerre que tout le monde a oublié, dont des Français d'ailleurs. La communauté internationale a été intervenue pour sauver la Corée du Sud d'une invasion de la Corée du Nord soutenue par la Chine. C'était une boucherie énorme. Le front a bougé dans des conditions terribles 3 ou 4 fois. Je crois que Séoul a été pris, reprise, détruite, reprise. Et à la fin, les Américains ont considéré que la guerre conventionnelle ne pouvait plus être gagnée devant des forces considérables, résilientes et résistantes, selon le modèle de la guerre armée rouge ou Grande Guerre du Nord, qui est plutôt l'armée tsariste et impériale. Et donc, il fallait passer à de nouvelles armes et de nouveaux moyens, et de là est née l'arme nucléaire tactique. Donc, dans la réalité, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Mais on voit ressortir des éléments dont on avait cru qu'on les avait enterrés après la fin de la guerre froide, après la chute du mur de Berlin. Et on a eu 10 ans de paix assez agréables, 89-99. Et ensuite, on a réenclenché la dynamique de la confrontation et de la guerre à cause de l'intervention en Yougoslavie, il faut le dire, et à cause de la peur panique des Russes à l'époque. Alors, ça ne concernait pas la Libye ni autre chose. Ça concernait l'idée qu'on ne pouvait pas faire confiance avec l'Occident. C'est la phrase du Premier ministre Privakov. Pendant 40 ans, nous avons cru que nous étions les méchants et que vous étiez les gentils. Nous avons eu tort, nous sommes les mêmes. L'exercice qu'ils sont en train de mener, Zapad, qui veut dire vers l'ouest, oui. C'est pas précisément rassurant, parce que même si c'est un exercice rituel... Tout est un signal, ouais. Tout est un message. Toujours. L'exercice, d'abord, il a lieu assez régulièrement, il peut s'appeler n'importe quoi, et donc il y a une sorte de logique. Et puis l'Ouest, c'est n'importe quoi de l'autre côté de la frontière. Ils sont déjà un peu à l'Ouest, si on considère que l'Ukraine est à l'Ouest. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que déjà, l'invasion de 2022 avait le symbole Z, oui. Qui était aussi la référence, il y a eu toutes sortes d'interprétations, mais très visiblement la référence à vers l'Ouest. Mais on ne sait pas dans leur esprit où s'arrête l'Ouest. Ils l'ont dit, hein. Ukraine, Géorgie, Kaliningrad... Je crois qu'il faut écouter ce qu'ils disent, puisqu'ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Il n'y a que nous qui n'écoutons jamais. Ils l'ont déjà, Kaliningrad. Ah oui, non, mais ils ont peur qu'il y ait une opération pour leur enlever. C'était une partie du débat. Quand Mikhail Gorbatchev, qui est en train de démanteler l'URSS, de trouver la paix, qui est prêt à une grande alliance eurasienne, lui, c'est le premier économico-financière qui est prêt à l'ouverture de l'Union européenne de Brest à Vladivostok, il dit il y a 3 sujets là, il ne va falloir pas jouer parce que ça ne va pas le faire. Kaliningrad, la Géorgie, où nous jouons beaucoup, et l'Ukraine, où nous avons beaucoup joué. Quand je dis nous, nos amis américains, qui sont les mieux placés pour comprendre à la fois ce qu'ils font, les effets de ce qu'ils font, et qui ont été très surpris par le retour de la Russie, qui pourtant avait été très bien vu. L'homme qui a détruit l'URSS, Zbigniew Brzezinski, il avait dit attention, il faut déconnecter l'Ukraine de la Russie pour casser l'URSS, parce que c'est un empire et nous ne pouvons pas avoir un autre empire que le nôtre, l'empire américain, mais en contrepartie, il faut absolument sauver la Russie, car nous ne pouvons pas risquer l'effondrement de la Russie. C'est très exactement ce qui se passe, et d'ailleurs c'est le même jeu que fait Xi Jinping. Il a besoin de garder une Russie qui mobilise suffisamment les forces occidentales, alors que de son côté, il réarme, il rénove, il multiplie ses forces nucléaires, il dispose de nouveaux équipements, de nouvelles armes, et il vient même de démontrer d'ailleurs qu'il faut se méfier de ses missiles. Le renseignement ukrainien, puisque vous parlez des missiles, parle d'une possible opération avec un missile Yars. Oui. Dites-nous un mot de ça, parce que le renseignement ukrainien a souvent été évidemment bien renseigné. Alors il fait aussi sa propagande parfois, mais missile nucléaire, ce missile qui serait tiré, il faut, je crois, au minimum 2000 km de distance, mais jusqu'où peut-il aller ?
Ah non, d'abord, comme toujours, il y a des variations sur le RIAR, c'est le RS-14, je crois, son petit nom. Voilà, donc en fait, ça dépend de qu'est-ce qu'il porte, où il va et quel est l'objectif qu'on peut se fixer. Il existe depuis, ça fait une dizaine d'années, je crois qu'on l'a vu arriver doucement, comme toute une série de nouveaux équipements russes, les bombes planantes, etc. Mais c'est pas un élément totalement structurant. Le problème d'ailleurs, c'est que ces missiles-là sont relativement plus stealth, comme on dit, furtifs, mais qui sont extrêmement rapides. Et que si on n'a pas une défense à 3 niveaux, comme l'ont mis en place les Israéliens et comme essayent de le mettre en place les Ukrainiens à basse portée, moyenne portée et très haute portée, ce qui est un débat d'ailleurs que l'armée de l'air et de l'espace française a mis en avant depuis longtemps, qui a expliqué d'ailleurs sa création d'armée de l'air et de l'espace, qui était quand même une très bonne décision. On montre aussi ce que sont les difficultés que nous avons dans le jeu du glaive et du bouclier. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens se plaignent de ne pas avoir suffisamment de systèmes antimissiles, qui ne soient pas de suffisamment bonne qualité. On voit par exemple que les tests qui sont faits par les drones au Sud-Soudan ou les drones des Houthis fournis par l'Iran montre les difficultés, par exemple, des forces israéliennes à défendre totalement le territoire contre des tirs qui sont quand même beaucoup plus efficaces, beaucoup plus précis et beaucoup plus difficiles à intercepter. Il y a eu un moment de silence hier sur ce plateau quand le colonel Goya disait « Ne nous y trompons pas, la France, les États-Unis même, ne peuvent pas arrêter à coup sûr un missile comme celui-là. » Il a raison, tout à fait. Pas à cause de sa furtivité, mais à cause de sa rapidité et puis de la difficulté à percer très exactement le lieu de réentrée. Donc de savoir où il va aller. Et en plus, si par malheur un jour ce missile était, ou ces missiles, parce qu'il y en a toute une série, terre-air, air-air, enfin sol-air, sol-sol, enfin on a toute la gamme. Les Russes ont tout rénové en matière de missiles, mais le problème c'est la mirvisation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des têtes multiples. Parce qu'à la fin, c'est encore plus compliqué, parce qu'on ne sait pas d'où ça arrive. Les Coréens du Nord ont mis en place de nouveaux outils à peu près du même type, qui pourraient d'ailleurs atteindre, paraît-il, l'Europe désormais. Donc tous ceux qui suivent très attentivement, vous avez un très bon rapport de parlementaire sur l'artillerie, qui dit, grosso modo, on n'a plus grand-chose, et le temps serait peut-être venu de s'en préoccuper, comme tout le reste d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à force de désosser l'armée française, de la réduire à rien, de l'éliminer pour des raisons purement comptables, de gens qui ont une vision magnifique où tout le monde s'aime et s'adore et où la paix est éternelle et où évidemment il n'y aura plus jamais de guerre, nous avons quand même déchiqueté notre propre armée et il faut la réarmer. Pour la réarmer, il faut une industrie de défense, il faut des terres rares, il faut des équipements, il faut des puces, il faut des moyens, il faut des hommes. Nous avons tout réduit. On a une armée bonsaï, comme dirait Jean-Dominique Merchet, un peu de tout, beaucoup de rien. Il y a quand même un énorme effort de réarmement. Et de ce point de vue-là, la défense antimissile, au nom de notre puissance nucléaire, avait été vraiment laissée quasiment de côté. On a quelques sambas autour de nos bases nucléaires principales, mais quasiment rien. Et d'ailleurs, ce qu'on envoyait aux Ukrainiens était considéré comme ridicule. Heureusement qu'il y a les Allemands avec le Taurus, les Américains avec non plus le dôme de fer, mais le dôme d'or, a dit le président Trump. Oui, donc c'est plus élégant. C'est plus chou. Et les Israéliens qui ont établi eux-mêmes une version très puissante et très déterminée de la défense. Pour Israël et pour Gaza, puisqu'il y a du nouveau, il y a notamment ces images diffusées par l'armée israélienne qui montrent ce qu'elle affirme être ses troupes menant des opérations au sol dans la zone de Rafah. L'armée israélienne a appelé à l'évacuation immédiate de plusieurs secteurs du sud de la bande de Gaza, dont le gouvernement Khan Younes, en vue d'une offensive sans précédent. Voyons les images et rappelons le cadre général. Selon NBC, l'administration Trump travaillerait à un plan visant à relocaliser de façon permanente jusqu'à 1 million de Palestiniens de la bande de Gaza vers la Libye. Qu'est-ce qui est en train de se passer exactement selon vous? Est-ce que de la part d'Israël, c'est une tentative, non pas seulement, alors on reparlera du déplacement de population, ce que ça veut dire, mais d'annexion? C'est une occupation en tout cas. Annexion, c'est un sujet plus compliqué parce qu'Israël a toujours eu une position qui était plus ou moins le respect de 47, 47-49, la répartition, prendre en compte des occupations temporaires de territoires du fait des agressions des pays arabes qui n'avaient eux-mêmes jamais accepté le plan, y compris celui de 2 États. Tout le monde oublie que le plan de 2 États, c'est le plan initial qu'ils ont tous refusé. Mais justement, sont-ils en train d'aller plus loin, d'aller vers une annexion? Ils sont en train d'aller vers une occupation de longue durée qui nécessite, pour presque 2 millions de Palestiniens, une réflexion
qui normalement aurait dû être retour à la paix, stabilisation du territoire, plan Wolfenson, qui aurait dû permettre de faire une sorte de Gaza sur Dubaï et de sortir d'une confrontation terrifiante entre des terroristes qui sont vraiment des terroristes et des populations qui sont en partie otages, en partie complices, parce qu'il faut dire la réalité de ce que c'est que Gaza. Est-ce qu'ils cachaient leur jeu, choix qui est désormais celui de l'aile la plus Ce que dit M. Netanyahou, nous prendrons le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza. Est-ce qu'ils cachaient leur jeu? Parce que précédemment, ils disaient non, on veut agir évidemment. Voilà. Ils n'avaient pas les moyens, ils n'étaient pas sûrs d'être soutenus. Ils sortaient difficilement du plus grand désastre historique dont le Premier ministre Netanyahou est personnellement responsable, ainsi que toute son équipe gouvernementale, le désastre du 7 octobre. Les agresseurs sont le Hamas, le djihad islamique et les autres, mais les responsables du désastre organisationnel, militaro-renseignement, c'est le gouvernement israélien. Il ne faut jamais l'oublier. Lui, il a vocation à se sauver politiquement, se sauver judiciairement par ailleurs. Et puis là, il a pris la ligne qui est la seule qui pour lui a du sens, c'est que pour se sortir de son enfermement politico-judiciaire, il n'a le choix que de la guerre. C'est un peu le problématique du président Poutine, y compris avec la réorganisation d'une économie de guerre. C'est très dur de passer d'une économie de paix à une économie de guerre. C'est encore plus dur de passer d'une économie de guerre à une économie de paix. Mais Alain Bauer, croyez-vous qu'ils sont au stade de la volonté de déplacer définitivement les populations? L'histoire d'Israël il le cache pleine, voilà. Il le cache plus. Mais c'est constitutif éventuellement de crimes de guerre. Déplacement de force de population, c'est ça. Alors, crime de guerre, c'est pas très compliqué à identifier, puisque c'est clairement déterminé. C'est l'autre question qui est la plus compliquée. Qu'est-ce qu'un génocide? Qu'est-ce que n'est pas un génocide? Où est-ce que ça commence? Est-ce que ça finit? Mais des assassinats, des meurtres d'enfants, des situations insupportables à voir, il y en a énormément. Et elles ne sont pas acceptables du point de vue du côté indiscriminé d'une partie des ripostes d'Israël. Mais est-ce que ce plan existait préalablement? Les civils Il y a eu ce débat longtemps. Peut-être qu'ils auraient pu tenter des opérations plus ciblées de commando, comme ils le font d'ailleurs très bien, pour tuer un certain nombre de chefs du Hamas. Ils l'ont fait parfois avec des réussites, même parfois de grandes réussites. Souvent, mais est-ce que l'arrière-pensée depuis le début de Netanyahou est de prendre reprendre ou prendre Gaza? Ça n'était pas une arrière-pensée depuis longtemps. Cette arrière-pensée existait parmi l'aile la plus sioniste, extensive de la création de l'État d'Israël, l'aile la plus à droite. Ils ne l'ont jamais cachée. Elle a été négociée et discutée par Ben Gourion et réduite. Il y a une très belle interview de Golda Meir qui explique pourquoi justement il ne faut pas le faire et pourquoi il faut trouver un accord avec des gens qui n'en veulent pas. Car, comme toujours, l'histoire est très explicative. Il faut comprendre l'âme et l'histoire russe pour comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre l'âme et l'histoire de la création d'Israël sur un territoire qui est historiquement le sien pour comprendre ce qu'est la nature du choc et du trauma du 7 octobre qui ne justifie en rien les massacres et les tragédies qui ont lieu, mais qui explique de manière assez importante ce qui est en train de se passer. Et tant que la question des otages n'est pas résolue, ce qu'a très bien expliqué d'ailleurs ce qu'ont très bien expliqué les émissaires saoudiens, c'est il vous suffit de rendre tous les otages et à ce moment-là, vous pourrez imposer un cessez-le-feu et l'arrêt des combats à Gaza. Pourquoi ne rendez-vous pas les otages? Et cette question n'est curieusement jamais posée. Alain Bauer, merci beaucoup. Je recommande vos 2 livres, Opération Zelensky et ce que vous présentez comme la suite de ce conflit mondialisé ou mondial, comme certains le pensent déjà, menace sur Taïwan. Merci beaucoup. Les coulisses de Face à Darius Franchebin. Voilà, c'est une série que vous ouvrez là. Merci beaucoup Alain Bauer.